Non, 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 tu as l'impression de la décharger, mais au contraire, si c'est toi qui publies et il y a des erreurs, l'erreur, c'est pas l'IA qui l'a faite, c'est toi, Même pour si les je étudiants. mentionne que ça a été fait avec l'IA, même si je mentionne que ça a été fait avec. Alors, si bah, normalement, tu mentionnes que tu as fait avec l'IA, mais tu n'as pas fait le job derrière de contrôler. Voilà, d'accord. Mais voilà. Donc, quand je vais ici, toi, je vais récupérer mon truc. Normalement, lui, il met une watermark. C'est-à-dire que, attendez, je vais le récupérer. Le PowerPoint, je vais vous le mettre à disposition. Euh, et prêt, téléchargement. Hop, on va le mettre pas là, pas là, pas là, pas là. Hop, voilà, enregistrer. Hop, et je vais vous le mettre. Ah mince! Ah, je peux pas le. Bah écoutez, bougez pas. Hop, et je vais vous mettre directement. Ça, c'est quoi ça? Ah, je suis dans le. Bougez pas non plus. Je suis dans la partie sur le Notion, mais pas en visualisation. Je suis. Hop, je vais vous mettre le PowerPoint. Le PowerPoint, PowerPoint, pour. Ah, je suis dans la forge. Hop, c'est pas ça. C'est pas ça. Les outils présentation, c'était Gamma. Hop, voilà le truc que j'ai fait. Hop, je vous le mets ici. Fichier. Hop. Vous voyez comme c'est simple pour éditer un truc sur Notion. Choisir mon fichier. Hop, on a dit que c'était dans téléchargement. Hop, hop. Voilà. Donc ça, ah, ouais, 20 mégas quand même. Et là, vous pouvez télécharger le PowerPoint de l'Université de Lyon fait par le bazar. Alors, là, j'ai fait à l'arrache, j'ai fait vite pour la démo, mais vous pouvez prendre un PowerPoint, vous pouvez mettre le masque pas de PowerPoint, le modèle de l'Université de Lyon 1, l'infographie, et trucs comme ça, ça devrait respecter un peu plus. Mais le problème de publication, euh, alléger le problème du PowerPoint généré par IA, c'est très compliqué ensuite de les modifier. Non, c'est au format PowerPoint. Donc celui-là, il est très facile. Par contre, sur cet outil-là, Notebook LM, où on peut générer des PowerPoint aussi, là, c'est plus compliqué parce qu'il génère des images et pas des objets PowerPoint. Donc le texte est en image, tout est en image. Donc là, Notebook LM, c'est un outil proposé par, comment ça s'appelle, par Google. Je dépose un ensemble de documents ici. Donc, soit que j'ai des PDF, des images, des vidéos, des choses comme ça, soit je vais les chercher. Par exemple, ici, c'est une vidéo sur YouTube et je lui demande de faire une transcription, faire des choses. Et puis, à partir de cette vidéo, ça peut être la vidéo de votre cours, faire un résumé, faire des textes, faire des fiches, faire des quiz, faire une infographie, refaire une vidéo, un pitch de votre 1, faire un PowerPoint, etc., etc. Donc là, je peux déposer à gauche un ensemble de documents, discuter avec ces documents ici et générer sur la partie droite du multimédia. Des podcasts, des vidéos, des PowerPoint, des rapports, des analyses, des trucs comme ça. Voilà. Donc ça, c'est non, on ne peut pas héberger Notebook en local, c'est Google, c'est pas bien, ça quand ça bouffe de l'énergie, ça, voilà. Mais c'est un exemple d'usage. Alors sur les services payants de Notebook, hein, il y a des enseignants qui utilisent ça, vous voyez. Et après, vous pouvez publier cet ensemble documentaire et de discussion au public. Hop. Par exemple, ça, je ne sais pas ce que c'est, l'ensemble d'œuvres, des discussions, des vidéos, des choses comme ça. La source, la présentation, le chatbot associé à ces documents, etc. Donc ça, c'est Notebook LM, je vais vous le montrer. Avec un tuto qui montre comment ça fonctionne. Un autre outil un peu spécialisé qui génère des images à caractère scientifique, normalement, c'est Illustrae. Et le dernier que je voulais vous montrer, c'est plutôt au niveau lycée-collège. Je sais qu'il y avait des Solène, je ne sais pas si tu étais encore là, j'ai vu que tu étais dans les inscrits à service vidéo d'ICAP. Ça, c'est pour les IA, on a vu du multimédia,
On a des IA qui peuvent générer des vidéos. Je vais vous montrer les IA que j'ai générées. Je suis sur mon compte, j'ai un certain nombre de crédits. Hop, je vais dans mes créations. Ça va être un... Ouais, c'est ça. Et vous avez mes vidéos à moi. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'animais une communauté qui s'appelle IA for Sup. On a fait des événements. J'ai des petits logos d'IA for Sup. C'est des boules de poudre en couleur qui explosent. Et là, j'ai fait un script, un prompt. Crée-moi une animation à partir de cette image. Et il m'a généré cette image-là de boules de couleur qui explosent. Voilà. Et donc, ça, j'ai récupéré, j'ai pu faire un montage. Si j'ai voulu faire péter mes propres boules de couleur, ça m'aurait pris un temps de dingue. Bon, ça ne serait jamais arrivé. Là, ça m'a pris 5 minutes. Donc, j'ai pu générer ça. C'est le côté sympa. Donc, ce n'est pas une vidéo en entier. C'est un petit bout de vidéo ensuite que j'ai repris pour faire un teaser, etc. etc. Mes créations. Sur ma chaîne YouTube, j'ai dépassé le million de vues, donc j'ai voulu fêter ça avec mes étudiants. En fait, avec mes étudiants, mon million de vues sur ma chaîne YouTube. Donc, regardez la vidéo qu'il m'a faite. Donc, voilà. On reconnaît bien les étudiants de la DOA, ils sont tous avec la petite chemise blanche et le nœud papillon rouge. C'est typique des étudiants de la DOA. Donc, vous voyez bien que là, il y a un biais quand même sur les IA, si on ne spécifie pas le public par défaut. Voilà. Et voilà, exactement, il manque des 1 million de vues, et là aussi, il manque un L 1 million. Donc, il y a plein d'erreurs dans la vidéo. Euh, et j'ai essayé aussi, dernier exemple. Donc, vous voyez, c'est pareil, je fais un prompt et ça génère la vidéo, mais ça bouffe du crédit. Ça, c'est. Voilà. Et dernier exemple que j'avais fait, c'est pour un cours avec des étudiants qui devaient illustrer un projet. Elle avait monté, l'étudiante, un projet de déplacement de jeunes, de déplacement de la ville de Caen à la ville de je ne sais plus où, en Normandie. Et donc, quand on génère la vidéo, on demande fais-moi des déplacements de bus entre les bus de ceci et de cela. Vous voyez où une place la Normandie à la place de la Romandie en Suisse. Quand il le place à la place de Strasbourg ou de Metz, enfin, bon, c'est n'importe quoi. Donc là, l'IA générative vidéo, alors soit je suis pas bon dans les prompts, soit je suis pas bon, il y a encore du job, vous voyez, ça fait, ça génère un résultat. Et c'est en ça, Françoise, qu'il faut faire gaffe. Là, c'est caricatural. Mais dans les textes, on a les mêmes types d'erreurs. Il y a souvent on n'est pas sûr à 100% de ce qu'elle nous dit. Le taux d'erreur sur le chat, par exemple, c'est entre 5-6%. Donc, il faut quand même relire ce qui est dit et ce qui est remonté de façon générale. Alors, pourquoi ça génère des erreurs? Est-ce que ça peut être considéré comme un usage? Non. Manon, la réponse est clairement non, c'est pas un usage responsable. Pour Claude général d'Excel, je suis d'accord avec toi. Peut-on non, peut-on rappeler la différence entre le chat et Claude? Le chat, c'est français, Claude, c'est pas français. Le Claude, c'est pas le même niveau d'investissement. Il y a plus d'argent qui est mis sur Claude et ça permet donc, entre guillemets, c'est plus performant, mais à utiliser, vous pouvez l'utiliser dans le cadre personnel, dans le cadre professionnel encadré, c'est pas trop le Claude, c'est pas trop ça. Merci, ça c'était Jérôme. Du coup, ouais. Pourquoi ça génère des erreurs? C'est de la façon dont marchent les IA. Hop, ça marche à partir de. C'est quelque chose qui est assez ancien. Je vais fermer tout ça. Je passe à la partie 2. En fait, ça date des années 50 ou même un peu avant. Où on a essayé de simuler ce qui se passe dans les cerveaux d'un point de vue informatique. Et les informaticiens, on a dit, on va essayer de refaire le neurone. Et la base des neurones, c'est le synapse, c'est des neurones qui discutent entre eux. Et l'élément de simple dans un réseau de neurones simulé, c'est le perceptron. C'est l'élément de base. C'est deux neurones qui discutent entre eux. Et donc, c'est l'algorithme de base. En fait, c'est une équation. Quand on modélise comme ça, vous voyez, de neurones, en fait, c'est ce type d'équation qui existe, donc c'est du calcul.
de probabilité. Et donc, on est parti là-dessus. Et par rapport à ça, on peut modéliser différents types de neurones. Donc là, je vous ai mis de réseaux neuronaux, pardon, qui ont été modélisés au fil des années. Et pendant des années, la recherche a travaillé là-dessus et n'a pas avancé. Parce que c'était pas, on n'arrivait pas à aboutir, on n'arrivait pas à en faire quelque chose, c'était théorique, on n'avait pas assez de puissance de calcul, etc., etc. Et un des premiers, voilà. Et donc, on a des réseaux de neurones qui existent, qui sont pour les traitements de texte, des traitements des images, différents types de traitements d'informations. Et je vous ai dit qu'on allait s'amuser à entraîner votre IA, et tout à fait, plutôt un réseau de neurones. Je vais le remettre ici pour ceux qui ont perdu le lien. Je vous invite à rentrer dans ce petit site web où on va entraîner votre réseau de neurones. Alors, chacun, vous allez ouvrir. Vous garderez bien parce qu'on va rester assez basique, entraîner un réseau de neurones. Donc là, j'ai un niveau de matrice assez simple. Il n'y a pas beaucoup de points, il n'y a que 2 niveaux. Et je vais entraîner mon réseau de neurones à faire la distinction entre le 0, hop, je vais le mettre là, et le 1. D'accord? Donc, je vais entraîner mon réseau de neurones, je vais lui faire un 0, hop, et lui, statistiquement, il ne sait pas si c'est un 0 ou un. Vous voyez, par défaut, bon, il voit un truc, il dit, ouais, c'est vrai qu'il n'est pas très joli. Mais là, je lui dis, ah non, non, ça, moi, je suis sûr, c'est un 0. Donc là, il va changer les lignes de force pour dire que c'est un 0. Ah, il me dit 56% dans mon réseau de neurones. OK, maintenant, je lui fais un 1. Donc, pareil, il ne sait pas si c'est un 0 ou un 1. Je lui dis, ça, c'est un 1. D'accord? Donc là, j'ai entraîné. Hop, je passe au troisième essai, je refais un 0. Oh là là, putain. Bon, d'accord. 53%. Je sais, ça, c'est un 0. Hop, hop, hop. Troisième essai, c'est un 1 à 54%. Je dis, c'est un 1. J'efface, je refais un 0. Hop. Oh bah super. D'habitude, ça va plus vite. Un 1, hop, j'ai fait un 1. Et là, je suis toujours à 48%. Non, non, c'est un 1. Voilà. Et là, il me dit 94%. Efface, j'entraîne. Allez, je refais un 1. Ah, quand même, j'arrive à 76%. Je suis à combien d'essais Je n'ai pas compté mes essais. Ah, je suis au 6e essai. Voilà. C'est à droite. Là. Donc, je peux entraîner mon réseau de neurones à reconnaître des chiffres, des nombres, des lettres ou des choses comme ça. Donc là, j'ai un réseau simple, assez basique. Bon, je dessine mal. Hein. Vous pourrez vous entraîner, vous voyez, un réseau un peu plus compliqué pour des chiffres de 0, pour les chiffres de 0 à 9. Et pour des images, vous pouvez mettre des images ici et entraîner un réseau de neurones entraîner votre réseau de neurones avec des images. Et vous voyez, la structure est encore évoluée. Donc, on a eu ça, ce modèle de réseau de neurones, c'est des statistiques. Vous avez vu, c'est un 1 à 76%, c'est un 1 en fonction d'entraînement. Et ça, c'est important, ces phases d'entraînement. Ce que je viens de faire avec les 0 et les 1, les IA, aujourd'hui génératives, les ChatGPT, ils font ça avec tous les textes qui sont sur Internet, tous les contenus qui sont mis à disposition. Et dans les contenus qui sont mis à disposition, pour répondre à une question que j'ai vue passer dans le chat, malheureusement, aujourd'hui, la moitié des contenus sur les réseaux sociaux sont générés par les IA. La moitié des contenus sur les posts LinkedIn, sur les Facebook, les Twitter, les blogs, etc., sont générés par les IA. Et donc, les IA s'entraînent sur des contenus générés par les IA. Pour revenir, donc on a une baisse de qualité, on a une dégénération des modèles qui est programmée, qui est envisagée du fait que les IA s'entraînent sur des contenus qu'elles ont elles-mêmes générés. Mais vous avez vu que cette phase d'entraînement, c'est une phase manuelle. Il y a une partie qui peut être automatisée, donc l'IA va s'entraîner. Le ChatGPT 5, par exemple, s'est entraîné tout le mois de janvier 2025 dans un centre de calcul qui était composé des cartes NVIDIA, c'est des H200. Chaque carte coûte 35 000 euros, ils en avaient 50 000. 50 000 cartes à 35 000 euros, ils en ont grillé 80% pendant la phase de calcul.
D'accord? Pour vous dire, l'entraînement, ça coûte cher. Ça, c'est une première chose. Donc, je ne vous dis pas les terres rares qui sont là-dedans, qu'on crée des... Bon, bref. D'un point de vue écologique, c'est une aberration totale. D'un point de vue économique, bon, ça fait quand même quelques millions qu'ils ont grillé en un mois pour entraîner leur truc. Les vendeurs pelles, oui, sont contents. Petit détail, quand Nvidia vend une carte 35 000 euros, eux, ça leur coûte à construire 3 500. En coût de fabrication, c'est 3 500, mais après, oui, mais il y a du marketing et de la recherche. Et donc, les chercheurs doivent être vachement bien financés chez Nvidia. Voilà. Bon, il y a des investisseurs à rembourser. Donc, il y a cette phase automatique, il y a cette phase de modélisation du modèle de langage, mais il y a cette phase entraînement. Et dans la phase entraînement, je pense que, voilà, dans les ressources complémentaires, j'espère vous l'avoir mis ici. Ce que je viens de faire, la petite main de l'IA, là, les 0 et les 1, oui, c'est un 0, oui, c'est un 1. Vous avez des millions de gens qui font ça aujourd'hui pour 40 $ par mois dans le monde entier. Pour entraîner les IA qu'on utilise, alors on parle du coût écologique, du coût sociétal, mais il y a ce coût humain. On a des esclaves numériques qui travaillent pour nous, qui entraînent les IA. Parce que 40 $ par mois pour faire le job, où ils sont 12 heures par jour. Ils sont filmés dans le petit documentaire que je vous ai mis là. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Hop, marche pas. Pour l'original. Ça, c'est un truc sur... bien sûr, il y a de la pub. Casse les pieds. Hop, hop. Voilà. Et donc là, vous avez ces gens-là. Là, c'est à Madagascar, mais il y a dans plusieurs pays. Qui passent des journées entières à regarder des images et à valider. Vous avez tout le documentaire qui explique ça. Voilà. À 80 € par mois. Donc, ces IA ne se construisent pas toutes seules. Et vous avez, en janvier 2025, sur le LinkedIn, moi j'ai observé, il y a eu plein d'annonces qui ont été publiées. Alors, ce n'est pas OpenAI directement, ils passent par des boîtes qui recrutent, des boîtes qui vont entraîner les IA. Ils ont recruté des étudiants sur le campus pour les aider à entraîner les textes scientifiques français, francophones. Il y a eu des annonces, travail de nuit, payé de 20 $ de l'heure pour les. Tout le monde n'est pas payé de la même façon dans le dispositif. Il y a ce coût social qui existe sur l'IA. Un autre reportage, je vous ai mis en ressources, c'est les coûts de l'IA. Donc, vous cliquez et vous avez voir le lien, parce que je ne comprends pas, ça ne marche pas quand je clique dessus. Voilà. Et dernier document que je vous ai mis à disposition, c'est celui-ci. Ça, c'est Yann Lequin, qui travaillait au Crédit Mutuel de Bretagne dans les années 90. Et ce que je vous ai montré avec l'entraînement les 0 et 1, lui avait monté un réseau de neurones pour lire automatiquement les chèques dans les banques du Crédit Mutuel. Donc, il avait entraîné les IA à reconnaître les chiffres dans les banques. Donc, Yann Lequin, retenez ce nom parce qu'on va en reparler. C'était le directeur de l'IA chez Zuckerberg Meta. Et il ne s'entendait pas avec lui. Récemment, il a pété un câble, il a tout renvoyé balader et il vient de monter une start-up à Paris au mois de décembre. Il a levé 1 milliard de dollars, 800 millions d'euros, je crois, pour une nouvelle start-up avec une nouvelle modélisation. Et son discours, c'est que les IA qu'on utilise actuellement ne sont pas la bonne technologie parce qu'elles coûtent cher, il faut les entraîner. C'est une aberration technologique et donc c'est pas le bon système qui pour avoir des IA et il propose un autre système qu'il est en train de mettre en place. Je ferme la parenthèse. Donc aujourd'hui, on est sur ces IA-là qui sont sur ces réseaux de neurones qu'il faut entraîner. Et tout ça, c'est né des linguistes. Au départ, l'évolution qu'on a sur le chat GPT, donc vous voyez, les IA, les réseaux de neurones, ça existe depuis les années 90 dans les banques, c'est quelque chose qui est utilisé depuis longtemps, mais ce n'était pas devenu grand public. Il y a des petites évolutions quand même qui ont permis l'émergence des IA génératives telles qu'on les utilise actuellement. C'est Mikolov, qui est un linguiste, qui avait modélisé les langages sous forme d'équations.
et qui était capable de modéliser l'ensemble des langages et les mettre ce qu'on appelle dans des bases vectorielles. Et là-dessus, on pouvait faire des calculs avec les mots pour générer reine plus roi égale royauté. Enfin, on pouvait faire des calculs, modéliser des langages. Donc, c'était une première étape d'évolution. Donc, c'est 2013. Deuxième évolution importante, si ma mémoire, c'est 2017, c'est ça, décembre 2017, c'est Google. Là aussi, des linguistes avaient pris une équipe de 9 personnes, 8 ou 9 personnes, pour travailler sur un outil qu'on utilise, enfin moi j'utilise souvent, qui est ici, qui est le Google Translate. Et en 2015, le cahier des charges de l'équipe, c'était le translateur de Google, il n'est pas assez rapide et il ne tient pas compte du contexte dans lequel le mot est utilisé. Le ciel est bleu, les bleus ont gagné l'Angleterre, j'ai des bleus à l'âme. À chaque fois, j'ai le mot bleu, mais en fonction du contexte dans lequel j'utilise, ça n'a pas le même sens. Et donc, ils disent, on fait du mot à mot et ça donne des aberrations, il faudrait trouver une autre façon de faire. Et donc, ces gens-là, cette équipe-là, a développé un algorithme qui s'appelle les transformers, qui permet de donner un sens au mot en fonction du contexte. Et d'analyser non plus du mot à mot, mais des matrices de mots, donc le contexte. Donc, un paragraphe, des choses comme ça, pour déterminer le sens du mot. Et ils ont utilisé ça pour optimiser l'algorithme de traduction de Google Translate. Donc 2017, ils ont sorti leur algorithme. 2018, Google a dit merci les gars, je vous donne le chèque, on passe à autre chose. Et parmi les gens qui ont touché le chèque de chez Google, on passe à autre chose. Il y en a un qui est allé chez OpenAI, qui travaillait sur la mise en équation de ça et les réseaux de neurones en disant qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et il dit ah bah moi j'ai peut-être une petite idée pour travailler, je vais proposer un algorithme, c'est les transformers, j'ai bossé dessus. Et là ils se sont rendus compte que ça faisait quelque chose. Et donc le T de ChatGPT, ça vient de cet algorithme-là, transformer. Parce qu'en fait, une IA générative telle qu'on l'utilise aujourd'hui, c'est pas un algorithme, c'est un enchaînement d'algorithmes. Hein, j'ai vu montrer, on fait le prompt et derrière j'ai une réponse. Texte, une phrase, une phrase. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ma phrase initiale, elle est découpée en petits morceaux, elle est tokenisée. Un token pour une IA, c'est une fréquence statistique d'apparition de lettres. C'est pas une syllabe, c'est pas une structure. Même si c'est des linguistes qui ont construit les IA, ils n'ont pas pris de structure linguistique, ils n'ont pas pris les syllabes. On pourrait penser que c'est ça. Non, ils ont pris des structures statistiques, des tokens. Très important, retenez bien ce mot, parce que la majorité des IA aujourd'hui se facturent au token. Donc, si vous voulez acheter une IA, d'un point de vue industriel, hein, quand un abonnement, on doit être limité au nombre de tokens par mois, peut-être, c'est peut-être marqué en quelque part, mais quand moi, je suis un service, je veux acheter un service, j'achète un volume de tokens, en millions de tokens, voilà. Et donc, mon mot, ma phrase, mon prompt que j'ai tapé, que ce soit méta ou pas, il est découpé en petits morceaux, en tokens. Ces tokens sont balancés dans ma base vectorielle et ensuite, c'est le transformer qui va analyser le truc et me générer la réponse. Voilà. Générer la réponse, elle-même en token qui soit reformaté en texte. Et j'aurai un langage naturel à la fin. Donc, cet enchaînement d'algorithmes, c'est les IA. C'est important que je vous parle de ça parce que chaque algorithme, le transformer, la token, l'embed, etc., a des spécificités. Chaque algorithme, il est plus ou moins ouvert. Chaque algorithme a plus ou moins des auteurs. Chaque algorithme est plus ou moins payant. Et en fonction du degré d'ouverture des algorithmes, on peut définir le degré d'ouverture d'une IA. Et c'est là-dessus que l'IA Act se base. Hein, le règlement européen, plus une IA est ouverte, moins il y a de réglementation. Plus elle est fermée, tous ces algorithmes, c'est des boîtes noires, plus il y a de réglementation. Ça, c'est l'esprit de l'IA. Un actif, oula, il y en a un qui m'a mis la définition du token, c'est Anne. Alors, mais le token pour l'IA, c'est là-dessus qu'on se facture. Alors, normalement, hop, si je fais ça, hop,
je ferme ça. Je vous ai mis ici, voilà. C'est quoi un token? Vous pouvez taper une phrase. Ben, je vais prendre le texte de Anne. C'est quoi un token? Plusieurs. Je prends ta phrase, je la mets ici. Et ici, vous voyez, alors c'est plusieurs, j'ai oublié le P. Hop, il va découper en 45 tokens. Donc, les choses, et c'est ces tokens-là qui seront envoyés dans les IA. Alors, concrètement, comment ça se passe? Je l'ai mis là. Je vous ai mis ici, hop, ouvrir. Bon, allez, hop. Ouais, ça l'ouvre. Hop. Quelqu'un, ce que je viens de vous montrer, je vous envoie le lien vers un simulateur de grands modèles de langage. Toutes ces étapes-là, il les a modélisées. L'enchaînement des algorithmes, il les a modélisés dans un nano GPT. Hein. C'est beaucoup plus petit le vrai GPT, mais c'est pour comprendre comment l'enchaînement, selon les langues, les tokens sont différents. Ouais, tout est modélisé par langage. Tout l'enchaînement des... J'arrive plus à faire les deux en même temps, il me faudrait une IA pour gérer les réponses. Ici, l'enchaînement des algorithmes. Donc, j'ai le premier algorithme, j'ai focus. Donc là, dans le cadre de simplification, le langage, c'est ABC, les tokens, c'est ABC. Mais bon, voilà. Le principe, sinon, il est là. J'ai mes tokens ma tokenisation qui va se faire. Hop, bling, bling, bling. J'ai l'emballage qui va se faire, donc la vectorialisation. Et ensuite, je vais, à partir de mon prompt, aller faire jouer les transformers dans mes réseaux de neurones, dans mes matrices. Je fais plusieurs passages. Et là, vous voyez à l'écran les équations. Hein. Je vous ai montré tout à l'heure les équations du perceptron. Là, c'est les équations de l'algo, des transformers qui se fait. Et ensuite, ça va me régénérer mes tokens de sortie. Et je vais détokeniser mes tokens pour avoir quelque chose de lisible. OK, et avoir la réponse. Et tout ça, ça se fait en quelques millisecondes. Donc là, c'est Nano GPT, c'est pour que vous avez une image de ce qui se passe. On est dans du travail statistique. Il n'y a rien de cognitif, il n'y a rien d'intelligent. C'est des statistiques. C'est même un peu bourrin. Donc là, j'étais en chat GPT, Nano GPT ici. Regardez sur chat GPT 3 le nombre de matrices qu'il y a, le nombre de fois où les opérations se reproduisent. Aujourd'hui, avec ChatGPT 5, on est à 1 milliard de matrices comme ça, ou même plusieurs milliards de matrices comme ça. Pour générer un token, écoutez bien, pour générer un token dans ChatGPT 5, c'est 200 milliards de calculs. Pour générer un token dans ChatGPT 5, c'est 200 milliards de calculs. C'est bourrin. Hein. Donc, voilà. Et quand je vous ai dit tout à l'heure, chaque IA, c'est un enchaînement, les IA génératives, c'est un enchaînement d'algorithmes. Ici, c'est une publication où, pour à visée juridique, par IA, vous avez le modèle IA sur la ligne de gauche, le degré d'ouverture de l'algorithme utilisé. Donc en haut, vous avez des IA ouvertes et en bas, vous avez les IA fermées, comme par hasard, ChatGPT, entièrement fermé. Donc, d'un point de vue juridique, j'ai moins de restrictions ici et j'en aurai beaucoup plus ici. Voilà, l'esprit de l'IACT, plus c'est ouvert, plus c'est compréhensible, plus on comprend comment c'est fait, comment les modèles, sur quoi on s'est entraîné, comment ça a été entraîné, plus on peut l'utiliser, moins il y a de restrictions. Plus c'est fermé, plus il y a de restrictions. Donc ça, c'est les tendances qu'il faut avoir. Oh, il me reste une demi-heure. Alors, aujourd'hui, on en est où? Tout ça, ces fonctionnements que je viens de vous montrer, on peut le mettre sur un serveur d'inférence. Alors, un serveur d'inférence, c'est quoi? C'est un serveur où je vais faire tourner l'ensemble de ces modèles-là, de ces algorithmes-là. D'accord? Et sur ce serveur d'inférence, je peux mettre différents types de modèles.
Qu'un système physique qui diverge, le nombre de trucs, la complexité augmente. J'ai peur. Oui, il y a de quoi se faire du souci. Je vais rebondir avant d'attaquer sur le serveur d'inférence, sur la remarque euh, sur la peur et sur la complexité. Et en fait, aujourd'hui, les développements des IA sont basés sur l'augmentation de la puissance de calcul. Plus on fait de calcul, on fait des modèles qui sont capables de modéliser tout, parce qu'on peut mettre en place des infrastructures gigantesques de calcul. À tel point que janvier 2015, quand l'autre con, là, Trump est arrivé au pouvoir, il a dit janvier 2015, j'ai un super projet, ça s'appelle Stargate. Donc ça, c'était conférence de presse Maison Blanche. Il avait invité Sam Altman, le PDG d'Oracle et le directeur de SoftBank, qui est une banque d'investissement japonaise. Stargate, c'est 500 milliards de dollars pour l'IA. On va construire 23 data centers. C'est Sam Altman qui va mettre l'intelligence, le mec d'Oracle qui va mettre l'infrastructure et le japonais qui va financer ça à hauteur de 500 milliards de dollars. Projet Stargate. Dans la nuit même, ou quelques heures après, Musk a dit de toute façon, ils ne mettront pas 500 milliards de dollars. Pour vous donner un peu l'idée du folklore, mais on est parti sur des choses comme ça. Donc, le délire, c'était un data center, une centrale nucléaire. Sauf que construire un data center, bon, il faut un permis de conduire, il faut mettre un peu d'électricité, voire beaucoup. Ça se fait assez rapidement. Les premiers data centers le premier data center gigawatt est sorti, c'est la puissance électrique consommée, c'est un délire. Un gigawatt, c'est un réacteur nucléaire quand même. C'était été inauguré par Musk le premier, il n'y a pas très longtemps, c'est novembre ou septembre 2025. Et puis ils se sont rendus compte dans ce délire-là, donc ouais, on finance, on achète des data centers. En 2026, la courbe de budget data center va dépasser la courbe de construction des bureaux classiques aux États-Unis. Plus de 40 milliards sur les data centers. On va passer en dessous des 35 milliards de dollars d'investissement dans les bureaux physiques classiques pour les entreprises. Donc c'est un indicateur fort, un croisement des courbes. Mais on est dans cette course à la folie de faire des infrastructures plus grosses, essentiellement centrées aux États-Unis pour l'instant. Chez les Chinois, on sait moins ce qui se passe, c'est moins visible. Mais restons focus sur le délire américain. Musk s'est aperçu en novembre qu'en 2028, dès 2028, il va manquer 140 terawatts annuels de puissance électrique aux États-Unis. Ah mince, c'est con, on a mis 10 000 milliards de dollars, mais on n'aura pas assez d'électricité. Ils se sont rendus compte en 2028, hein, pour vous donner une idée un peu de l'hystérie dans laquelle on est, de la folie moi, je viens de la Creuse, on appelle ça un poulet sans tête ou un canard sans tête. Ça avance, il n'y a plus de tête, il n'y a pas de raisonnement. Donc, c'est quand même assez inquiétant sur la lubricité de ces gens-là. Voilà. Mais c'est incroyable, mais c'est comme ça. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, du coup, faut que je vous montre ça. Faut que je vous montre ça. Ils sont partis dans un autre délire. Donc, la croissance. Ils veulent créer des dates. Comme il n'y aura plus assez de puissance électrique sur Terre, ils disent on va plus alimenter, les ressources de la planète sont limitées, on va aller chercher les ressources du Soleil directement dans l'espace. Donc, ils sont partis là-dessus. Vous allez me dire, ce garçon est fou. Donc là, j'ai commencé, c'est un travail que je suis en train de mener, répertorier tous les projets et le nombre de projets et les demandes de satellites pour 2026 qui veulent expédier pour faire ça. Donc, c'est aujourd'hui, hein, on est en 2026. C'est des dizaines de milliers de satellites qui veulent envoyer pour faire ça, voire des millions de satellites pour faire ça. Et le plus avancé, c'est le projet NVIDIA. J'ai pas mis de lien. Hop. Le projet, après Stargate, le StarCloud. Le StarCloud 4. Je vais vous faire rêver. Alors, hop,
Il est où mon StarCloud 4? Hop. Donc là, le projet, c'est le data center, c'est le container qui est ici. Il vient se plugger sur un système énergétique qui est basé en haute orbite, qui fait 5 gigawatts de puissance électrique avec des panneaux solaires sur 16 km². 2028. 200 milliards de dollars. C'est Nvidia qui finance. Donc, ils ont déposé l'expédition des. Ça va être chaud pour la maintenance. Ouais, il y a un câble débranché. Alexandre, si tu vas le brancher, je ne sais pas comment ils vont faire. L'idée, c'est qu'on s'appuie sur un réseau de satellites couche basse comme Starlink et en couche haute avec communication laser, on balance là-dessus. Donc, StarCloud 1 et 1. Il y a un autre projet. Alors, j'ai mis ici, non, je ne sais plus où je les ai foutus, de mettre ça sur la Lune. Voilà. Donc, on est dans ce délire-là. Et pour la petite histoire, il y a deux projets français qui font ça. Il y a deux projets français qui font ça. Il faut que j'aille là. Ils sont là, mes Français. Une boîte qui est à Reims, qui s'appelle Latitude, et Thales, qui a déposé un projet européen pour faire ça, qui s'appuie sur le réseau de satellites basse altitude qu'on a déjà en Europe. Voilà. Bon, c'est pas pour aujourd'hui. Si ça vous intéresse, on en parlera à la prochaine réunion et à Forsup. Voilà. Donc, on est... les tickets pour aller dans l'espace, rebrancher l'énergie 45. À mon avis, c'est assez conceptualisé. Ils cherchent à mettre des data centers au Groenland, mettre des data centers sous l'eau, parce que un des gros problématiques de ça, c'est la consommation électrique qui est liée. Je vous montrerai les détails après. 200 milliards de calculs, ça chauffe. Quand je vous ai dit, quand ils ont fait la modélisation de Grok, ils ont grillé des cartes, la 80% des cartes à 30 000 euros, des 50 000 cartes à 30 000 euros, ils ont grillé parce que ça chauffe trop, ils poussent trop les calculs, c'est une nouvelle technologie. Oh chef, j'ai merdé, voilà. Mais pour la petite histoire, sans même pousser les calculs, nous avons en France un data center au CNRS qui s'appelle le data center Jean Zé, qui est à Paris, qui est lui à 1000 cartes par rapport aux 50 000 de Microsoft. Il a 1000 cartes pour le CRS. Il y a un gars de chez Nvidia qui change une carte par semaine. Alors, je ne sais pas si elles sont sous garantie, comment ça fonctionne, mais voilà, j'essaie par la petite que ça se passe comme ça. Bon, je me suis comme d'habitude égaré. J'en reviens à mes moutons. Concrètement, un serveur d'inférence, ce que je vous ai montré dans le simulateur, comment ça fonctionne. Hop. Donc là, je vais me brancher sur un serveur qui a été installé par l'Université de Rennes en avril 2014, voilà, qui s'appelle Ragaren, et par la communauté, c'est la communauté IA Forsup qui accueille des gens qui veulent tester le serveur d'inférence pour toutes les universités à Ragaren. Et donc ici, je suis administrateur de ce serveur. Sur ce serveur, je peux installer plusieurs modèles de langage. Tout à l'heure, je vous ai montré, je suis allé sur le chat. Quand je suis dans le chatbot le chat, j'utilise uniquement le chat parce que c'est eux qui ont décidé, qui ont un serveur d'inférence et ils ont inférencé uniquement le chat. Donc, j'utilise ce serveur. Là, j'ai la possibilité de créer plusieurs modèles de langage et de les tester. Pareil, je mets mon prompt ici, hop, je peux mettre mes documents, ça marche comme ChatGPT, des trucs comme ça, de la même façon. Je retrouve mes historiques de conversation qui sont ici. La chose que j'ai en plus, hop, moi je suis administrateur, je peux changer, bon, bah, on s'en fout, les langages, les machins, les interfaces. Donc là, je suis pour la petite histoire, voilà, c'est OpenWebUI sur un Olama 5. Hop. Je suis sur un Olama 5 qui permet de gérer l'interface, de gérer les conversations, de stocker tout ça. Hop. Et si vous voulez un compte, je me rappelle, je crois que c'est ici. Voilà, je peux vous créer un compte. Voilà, je peux créer des comptes ici. Vous me demandez, donc là, on est, je ne sais plus, une centaine maintenant, à utiliser ce serveur. Je peux monter, hop, des chatbots. Je peux monter et à ce chatbot, pour spécialiser ce chatbot, je peux rajouter une banque documentaire
des fichiers spécifiques à mon institution. Comme tout à l'heure, je vous ai montré Notebook LM, on va déposer des PDF, des vidéos, et quand je vais faire un prompt, il va tenir compte du contenu qu'il y a dans ces documents pour générer une réponse et faire apparaître des choses qui sont dans le document dans ma réponse. Par exemple, quelles sont les ouvertures de l'ABU? Ça n'a pas été modélisé parce que les heures d'ouverture de l'ABU, ce n'est pas les mêmes l'été, l'hiver, etc., pendant les vacances. Je peux le mettre dans un fichier PDF. Quand un étudiant va poser la question quand s'ouvre la BU, il va voir quel mot BU, il va voir le fichier PDF, il va faire le lien, les informations qui sont dans PDF, il va l'associer à mon prompt et l'envoyer dans les tokens, les machins, tout le bazar, et avoir la réponse qui tiendra compte des horaires PDF. Voyez, je peux augmenter la qualité de mes réponses et personnaliser mes réponses. Donc, déposer dans un serveur RAG donc des documents. Donc ça, comment ça s'appelle, dans RAGAREN, on peut faire ça. Donc tous les dispositifs que j'ai mis d'analyse, de choses comme ça, on peut le faire avec ça et avec des modèles qui sont souverains, avec des modèles qui sont sur nos serveurs, avec des données qui sont à l'université. Donc ce type de serveur-là qu'on veut installer. Donc là, j'attaque, pour la petite histoire, ce serveur via un prompt, mais on peut le mettre avec un service API et avoir une application qui va travailler avec l'inférence AREN et rapatrier les informations dans l'application via API. Donc ça, c'est RAG-AREN. Faut que je me dépêche. Donc on a un serveur RAG et autour de ça, on peut commencer à mettre des agents. Donc c'est avant le prompt, après, aller chercher des informations, les rajouter, faire des tâches, ouvrir un truc, appuyer sur un bouton, enfin, automatiser des tâches, les faire par l'IA. Donc, on a des services qui sont en train de se développer autour de RAG-AREN. Ce qui est intéressant, c'est que c'est que j'ai mis un PowerPoint là. Vous pouvez l'ouvrir. Je me suis amusé à faire une petite timeline qui reprend tout ça. Je vais aller assez vite sur le logo de Lyon qui apparaît. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'arrivée de ChatGPT? Donc le ChatGPT, c'était en 2022. Le premier, c'était pas quelque chose de grand public. Le premier qu'on a, je ne sais pas, où tout le monde a plus ou moins utilisé, c'était le 3.5 en novembre 2022. Et ce qui est intéressant, remarquable au sens, pas génial, mais ça se différencie des autres solutions, c'est que dès janvier 2023, on avait 100 millions d'utilisateurs. En 3 mois, on avait 100 millions d'utilisateurs. En moins de 3 ans, ils ont 1 milliard d'utilisateurs sur ChatGPT. C'est en train de un peu de baisser. Mais c'est des technologies qui se sont diffusées très rapidement. C'est tout l'engouement autour des IA, toutes les questions autour des IA, d'où le manque de réflexion qu'on a autour de ça, c'est arrivé très vite. Très vite, NVIDIA a proposé des écosystèmes autour de ça avec une première série de calculateurs. On a vu les évolutions de ChatGPT avec la version 4 qui est arrivée dès mars 2024. Le ministère du numérique a proposé les fameux cafés IA dont je parlais tout à l'heure. Un des tout premiers projets d'utilisation de l'IA générative dans un but pédagogique, c'est l'école centrale de Paris, il me semble, autour du projet Aristote. Là aussi, pour faire des quiz, pour générer du contenu pédagogique dans des IA souveraines. Donc ça, c'est le projet Aristote. 2023, juillet 2023, on a l'analyse de fichiers dans ChatGPT, un collectif OpenLLM qui est né en France, le serveur d'inférence Ollama, la première version grand public Mistral 7B, 7 milliards de paramètres, le 7B ça veut dire, 23 octobre. La communauté IA Foursup, on l'a lancé décembre 2023. Gemini, donc il n'y avait plus que, on se demandait que font les autres, lui est arrivé, Google un peu en retard,
en décembre 2023, quasiment un an après les autres. On a fait notre premier webinaire et à Forsup, et là, on doit être au 24e ou 25e webinaire ce mois prochain, le 25 avril, il me semble. Donc, quelque chose qui arrive, il y a quelqu'un qui se pointe. Voilà. Ragaren, donc le serveur que je viens de vous montrer, lui, c'est mars 2024. Donc, vous voyez, assez rapidement. Des nouvelles versions de ChatGPT, de Llama. Llama, c'est l'IA de Facebook, ChatGPT version 4, où on peut traiter du texte, générer des images. On a commencé à IA Forsup à faire intervenir des boîtes qui cherchent à expérimenter des solutions dans les universités. Ils cherchent des terrains d'expérimentation, donc on met ça en partage avec eux. Et comme point de vue universitaire, 2-3 mois après l'arrivée de Ragaren, on a l'arrivée d'un réseau qui s'appelle ILAS, de mutualisation, un réseau de mutualisation des calculs. ILAS, ça permet aux universités qui ont un serveur d'inférence, typiquement Ragaren, quand il a en saturation, Ragaren aujourd'hui, c'est 8 H200. Quand il a saturation, il peut aller voir chez les copains, je ne sais plus si c'était Metz ou d'Orléans, s'il y a du calcul de disponible. Donc au départ, il y avait 5-6 universités avec des serveurs d'inférence. Ils sont partagés les calculs comme ça. Maintenant, il y en a une douzaine. Et moi, mon idée, c'est que nous, on appartient à ce réseau-là qu'on mutualise avec les collègues pour pouvoir avoir une solution quand on a des pics d'utilisation à Lyon, on aille dispenser nos calculs chez les copains à droite à gauche. Ça, c'est l'idée. L'IA Act, premier acte août 2024, Notebook LM septembre 2024. La première charte IA dans les universités, c'est l'Université d'Orléans, c'était en octobre 2024. Voilà. La NVIDIA. Est-ce que le bâtiment côté Domus est data center dédié au calcul IA? Il y en a un. Jérôme, pour l'instant, oui, mais un data center IA, ça sera gros comme ça. Hein. Ça sera 4 cartes avec la CPU. C'est un caisson qui est gros comme ça. C'est pas l'énorme. Mais par contre, il faut de l'infrastructure pour refroidir le bazar. Mais en volume, c'est pas énorme. Hein. Les disques durs, après, il y a une B10, c'est pas un truc qui est gigantesque. On n'est pas dans le délire des autres. Donc, ça ne va pas remplir tout le bâtiment autour de Domus. Euh, les protocoles MCP, c'est les protocoles pour faire les agents IA, pour que les IA puissent discuter avec votre ordinateur, avec vos logiciels, avec vos bases de données. Donc ça, c'est MCP, c'est novembre 2014. On a fait une présentation de dispositifs startup à IA Forsup. Ici, vous voyez ma souris, ça s'appelle Knowledge, qui est une des premières startup IA qui propose des IA génératives pour le monde éducatif. Donc, vous avez vu, je vous rappelle de Gamma, je vous ai montré rapidement tout à l'heure. Knowledge a fait ça d'un point de vue souverain. On achète la solution qu'on peut installer dans l'université, qu'on peut inférer sur Ragaren ou sur le serveur local ou sur Mistral. On choisit sur quel serveur on va inférer Knowledge et ça va générer des contenus PowerPoint, quiz, tout ça. À partir de prompts et toutes les activités qui sont générées dans Knowledge peuvent être importées dans Moodle. Voilà. Les Chinois ont proposé quelque chose en janvier 2025, juste après le Stargate de machin. La première IA de l'éducation nationale s'appelait Lucie. Je crois qu'elle a duré en mise en production 3-4 jours. Voilà. L'Alliance Mistral, donc, date de février 2025. Donc, il y a eu un accord de principe en février en 2025 et l'application, vous voyez, elle vient juste d'être mise en place, donc ça prend du temps. Sortie de l'AMA. Le rapport, je vous ai montré initialement pour l'IA dans les universités, c'est juillet 2025. Vers ChatGPT 5, j'ai parlé d'entraînement, c'était en juillet, les sorties étaient publiées en été 2025. À la rentrée 2025, on avait plus de 50 chartes IA dans les établissements en France. C'est posé la question de la viabilité économique à partir d'octobre 2025. On se dit on va dans le mur, c'est compliqué. Hop. Suno.
accord Suno. Ah ouais, je vais faire une petite parenthèse, j'ai le temps, voilà, vite fait. Suno, c'est une IA qui génère de la musique. Vous allez sur Suno, fais-moi, vous mettez un texte, et à partir de ce texte, génère-moi une musique style reggae, style machin, style YouTube, YouTube, style Rolling Stone, style Mozart, style jazz, style ceci, cela. Vous choisissez votre style et ça va vous générer la musique. Les ayants droit, quand je fais une musique au style YouTube, le club, le groupe ne touche pas de royalty. Ça s'est entraîné sur leur musique et jusqu'à présent, ils n'étaient pas payés. De même, quand vous générez une image style Astérix, les ayants droit ne sont pas payés parce que vous générez une image style en imitant un style qui a un auteur. Et ben depuis décembre cette année, 2025, on commence à avoir des accords entre les éditeurs de musique et Suno, qui est la plateforme principale de génération de musique, pour les ayants droit, une partie sont payés par Suno avec les publicités. C'est assez marrant, Suno. Ça génère énormément de musique. Quand vous regardez sur YouTube, il y a beaucoup de chaînes qui sont générées par l'IA, par Suno. Il y a un petit malin d'ailleurs qui a généré des milliers de chaînes musicales comme ça et qui a ensuite, avec l'IA, construit des 60 000, je crois, plus de 60 000 systèmes qui vont lire, faire croire qu'ils lisent ces vidéos. Ça lui a généré 8 millions de revenus chez YouTube par la publicité. Le gars a créé avec l'IA des musiques qui sont regardées par des agents, 60 000. Ça lui a généré 8 millions de bénéfices, de chiffre d'affaires. Mais YouTube s'en est rendu compte, donc il y a un procès en cours par rapport à ça. Un monde formidable, des musiques qui sont écoutées par personne. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est qu'on commence à avoir, les IA, je vous ai dit, elles s'entraînent, elles vont capter tous les documents qui sont Internet. Quand vous publiez quelque chose, vous n'allez pas être rétribué par les IA qui vont s'entraîner dessus, sur votre document. Et on commence à avoir des accords qui s'installent, suite à des procès, entre les journaux et les IA, entre les bibliothèques et les IA, les éditeurs et les IA sur lesquels elles s'entraînent. Donc, il y a des flux financiers qui sont en train de s'installer. Ce n'est pas finalisé, c'est en cours de mise en place. Claude Point 4.6, j'en parlais tout à l'heure, c'est une étape en février 2006. L'accord Mistral qui devient opérationnel. L'IA 5, GPT 5.3 qui est sorti en mars, ce mois-ci, et l'IA Act avec la transparence qui va arriver en août 2026. Et j'espère le serveur d'inférence qui sera mis en place au CCDD, je pense, qui sera installé là-bas, sur lequel on pourra rajouter des choses. Alors, merde, j'arrive trop tard. Allez, un petit quart d'heure sur les coûts énergétiques. Quel gabegie tout ce bazar. En fait, pas tant que ça. Quand on regarde un peu dans le détail, ça dépend quelle IA on utilise. Au départ, les IA étaient très consommatrices. Les cartes VT100 consommaient 2 fois plus d'énergie que les cartes VT200 pour la faire courte. Donc, on optimise quand même les data centers, on optimise les matériaux, on optimise l'électricité dans les calculs, dans les cartes. En gros, entre VT100 et VT200, on a doublé la puissance de calcul et divisé par 2 la consommation électrique. Donc, on est sur cette rationalisation dans cette hystérie, entre guillemets. Donc, du coup, le coût global d'une requête IA est de 0,3 watts. C'est à peu près équivalent au coût global d'une recherche Google. Voilà. Ça, on va dire la recherche Google, c'est 0,3 watts. Après, les étudiants disent oui, mais moi, quand je fais avec l'IA, je fais qu'une fois, je n'ai pas à ouvrir 10 pages. Bon, soit, mais est-ce que tu es sûr de ce qu'il y a dedans? Et après, les coûts, vous voyez aussi, Nano Banana, ça génère des images. Ce n'est pas énormément. Par contre, ce qui consomme énormément de calculs, c'est ChatGPT 5, quand on active la réflexion, quand on active des requêtes un peu plus longues, on peut monter par 100 le coût énergétique de la requête. Entre 0,3 jusqu'à 30, là il a mis 20 watts, mais jusqu'à 30 watts. D'accord? Donc il y a
cette idée-là, si on a des modèles de langage plus légers, c'est moins impactant que les gros modèles généralistes. Et donc, l'idée qu'on a sur les IA vertes, c'est de les mettre sur des serveurs avec des modèles de langage moins généralistes, moins gros, mais alimentés, personnalisés avec vos fichiers à vous, les fichiers le RAG, avec un modèle qui consomme moins que les grosses IA généralistes qui sont chez les Américains et qui ne sont pas encore dans l'espace. Voilà. Donc, ici, je vous ai mis un petit calculateur. On va s'amuser pour finir en beauté. Hop, je vous mets ici un petit simulateur pour voir ma requête IA par rapport à 1 heure de LED ou par rapport à regarder voilà, ChatGPT, elle est là, faire du streaming sur YouTube, hop, jouer à la console, je vais enlever ça. Donc vous pouvez dire, avoir un site de comparaison et voir ici combien ça coûte mon ChatGPT par rapport à YouTube. Alors, tu vois, c'est streaming, c'est celui qui coûte plus cher de mémoire, c'est l'autre là. Il est où Netflix? Voilà. Hop, généralement, je ne fais pas en minutes, mais je fais en heures. Voilà. 1 heure de YouTube, ça me coûte tant. 1 heure de Wi-Fi, ça me coûte tant. 1 heure de Netflix en énergie, ça coûte tant. Et faire bouillir l'eau, ça coûte tant. La machine à laver, ça coûte tant. La douche, ça coûte tant. J'ai enlevé ça pour y voir plus clair. Mais le problème de ce qu'on a, c'est qu'on utilise des gros modèles généralistes et on les utilise pour tout et n'importe quoi. Donc, il y a une rationalisation à faire par rapport à ça pour diminuer un peu le coût de ça. 10 000 nice de voiture. Ouais, je vais enlever ça pour qu'on puisse mieux comparer. C'est où ma voiture? Voilà. Hop, je garde ma voiture. Je suis pas. Je peux changer les miles. J'ai vu que je pouvais mettre en kilomètres en quelque part. Hop. Ah, c'est là. Voilà. 10 kilomètres, ça me coûte tant. L'air conditionné, ça me coûte tant. Donc, vous voyez, dans le data center, c'est plus le refroidissement qui coûte que le calcul en lui-même unitaire, sauf que le calcul, il n'est pas unitaire. Hein. Il y a des milliards de requêtes, c'est pour ça qu'il y a une consommation électrique qui est gigantesque autour de l'IA. Hop. Donc, je vous laisse regarder ça 5 minutes. Et qu'est-ce que j'avais prévu après? Ah oui, oui. Donc, les projets à Lyon 1, c'est l'élaboration de la charte. Donc, on avait prévu au départ de la proposer pour décembre, la charte, mais quand on a fait nos réunions avec les référents disent ah, on n'a pas tous le même niveau d'information, notamment sur quelle est la consommation électrique d'un serveur d'inférence, quelle est la consommation électrique d'un serveur généraliste, donc d'avoir des notions, quel est l'impact cognitif d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue pratique, quel est l'impact social. Est-ce qu'on va avoir moins de postes parce que les gens, en utilisant l'IA, peuvent faire la tâche de plusieurs personnes? Il y a plein de questions comme ça. Ils ont voulu qu'on ait tous le même niveau de réponse. C'est pour ça qu'on a fait un cycle de conférences pour répondre à ces questions-là. Et ensuite, terminer la charte. Donc, voilà, on en est là. Le serveur d'inférence qu'on doit installer à l'université, il n'est pas encore installé, il est commandé, il devait être installé en décembre, il arrivera quand cet été, normalement, j'espère, je croise les doigts. Le projet ILAS, j'avais mis un lien ici, j'en ai parlé, c'est la mutualisation des centres de calcul entre les universités. Donc, il y en avait 5 établissements en 2024. Aujourd'hui, en mars, il y en a 11. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir la veille qui est fait, si vous voulez participer aux veilles aussi, sur l'IA, participer au réseau IA Foursup,
faire des événements comme aujourd'hui, enfin une formation comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous avez vu, j'ai arrosé large, hein. On a balayé pas mal de choses, mais si ça vous intéresse d'avoir des choses plus pointues d'un point de vue technique, d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue juridique, on peut se refaire une session avec la DRH pour répondre à vos questions. Donc, soit vous les mettez dans le chat, soit je crois qu'ils vont vous faire passer un questionnaire d'évaluation. Attendez, j'ai le soleil qui me tombe sur l'écran, j'y vois plus rien. Sur le, je vois que je me suis planté dans mes heures sur Netflix. C'est pour ça que je vous ai mis le lien. Comme vous avez le lien sur le simulateur, vous pouvez jouer. Euh, je crois que. Attends, j'ai mis que celui-là pour l'énergie. Il me semble qu'il y avait d'autres sites. Euh, j'ai pas mis d'autres. Il y a ChatGPT. Ouais, il y a d'autres comparaisons. Il y a des fiches qu'on avait fait dans IA Forsup aussi. Voilà, sur les calculs, sur la comparaison, etc., etc. Le coût, voilà, il y a tout un tas de choses complémentaires, de documents complémentaires, parce que je vous ai donné beaucoup trop d'informations, à mon avis. Mais c'était l'idée d'avoir des choses assez générales, assez pratiques. Après, si vous voulez faire un focus sur les prompts, sur le prompt et l'informatique, le prompt, des choses comme ça, on peut centraliser vos demandes et refaire quelque chose ou continuer autour de ça, de ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Alors, vous pouvez remettre par écrit la différence entre Claude et le chat. Ben, le chat, c'est français. Alors, mince, il y a trop de questions, j'arrive plus à suivre. J'ai un problème d'écran, j'ai pas. Euh, les béotiens complets, les limites juridiques. Mais la limite juridique, c'est assez simple. Euh, si c'est personnel confidentiel, des données, ben, vous n'avez pas le droit. Voilà. Si c'est pas confidentiel, si c'est pas, il n'y a pas de données personnelles, vous avez le droit. Alors après, qu'est-ce qui est confidentiel? Qu'est-ce qui est personnel? Ben, personnel, c'est nom, date, prénom, naissance, nom, mail, date de naissance, sur des choses personnelles. Confidentiel, c'est les données propres à l'université qui ne sont pas publiées. Voilà. Donc, à part ça, vous pouvez tout faire en votre âme et conscience. Là, il n'y a pas de limitation. Si c'est pour rédiger un mail, il n'y a pas le nom de la personne, vous pouvez l'utiliser. Voilà. Euh, alors, oui, c'est très riche en informations. C'est pour ça que les pages web que je vous ai mis, je vais les compléter parce que j'ai donné deux, trois trucs, j'ai dit j'ai oublié, je vais rajouter au fur et à mesure. Euh, Si ça vous intéresse de venir participer à cette page web, vous me le demandez, je peux vous mettre rédacteur de la page. Là, je vous ai donné un lien pour la consulter, mais si ça vous intéresse, vous pouvez venir rédiger avec moi cette partie-là. De la même façon, si ça vous intéresse, je peux vous mettre acteur de la communauté IA Forsup. Si ça vous intéresse, les data centers, j'en parle dans l'espace, j'en parle c'est quelle date, ça, le 26 avril? Je ne me rappelle plus quand j'en parle. Data center dans l'espace. Euh, c'est quand la date d'avril? Le 23 avril. Voilà, j'en parlerai le 23. C'est quand même assez génial de voir le délire. J'ai essayé de contacter la boîte de Reims pour voir, parce qu'eux, ils sont financés par l'Arabie Saoudite. Enfin, ils étaient financés par l'Arabie Saoudite sur le projet de data center français dans l'espace. Je n'ai pas eu de retour. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? Ben voilà, ça fait pas mal pour une première fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Un argument favori, c'est aussi la textuelle la moins énergivore sur les modèles standards. Tout à fait, monsieur Julien. Elle est open source, c'est publié, donc c'est encore un argument. Euh, la stratégie de Mistral de rentrer en partenariat aussi, alors c'est compliqué, hein, mais bon, il y a quand même une ouverture vers des universités françaises, donc
je ne veux pas dire que c'est donnant-donnant, c'est un peu un marché de dupes à mon avis, mais bon, on va essayer d'être positif là-dessus. Mistral affiche, ouais, d'être partenaire, de vouloir faire des trucs avec les universités françaises. Bon, faut les croire, on va essayer d'être voilà, un peu naïf là-dessus. Comment être associé dans une mailing list Lyon 1 et ben, il n'y a pas de bénédiction 1, mais on peut faire quelque chose. C'est une bonne proposition. Qui c'est qui a écrit ça? C'est Jérôme. Bah, écoute, je retiens la proposition. Vivement la prochaine, bah, il faudrait me dire sur qu'est-ce qui manque ici, qu'est-ce que j'ai trop survolé. J'ai survolé plein de choses. L'idée, c'est de vous donner une vision. En 3 heures, c'est un peu rapide, mais des clés de compréhension, il y a pas mal d'informations dans les pages à les gratter derrière, pas mal de liens, il y a tout ce qui est juridique, on peut refaire quelque chose un peu plus sympa avec des collègues de Lyon, il y a de Lyon Cato qui font des trucs sympas au niveau juridique, moi j'explique en des termes très simples, très basiques, t'as le droit, c'est pas perso, c'est pas confidentiel, vous pouvez y aller. Bon, c'est pas formulé un peu plus juridiquement. Si on a besoin de prendre un contact avec moi, je vous ai pas mis mon mail. C'est christophe.batty@tunif-lyon1.fr. Je vous le mets dans le bazar. Hop. Voilà. Je remettrai sur la page aussi. Non. Euh, non. 1.fr. Voilà. Euh, un numéro perso, ça n'est pas associé à un nom. Ah, c'est compliqué. Toi, le numéro personnel, là, Nicolas, le numéro d'étudiant, si elle n'est pas associée à un nom, est-ce que c'est une donnée personnelle? Euh, ouais, voilà, je ne sais pas répondre. Est-il possible d'avoir des formations destination personnel administratif? Oui, on peut là, ce que j'ai fait de façon généraliste pour tout le monde, c'était l'idée aussi, s'il y a assez de personnes qui sont intéressées, de faire des formations plus spécifiques sur la rédaction du mail, sur la mise en place d'agents, parce qu'il y a tout un volet que j'ai pas encore abordé qui sont en train de déployer, c'est tout ce qu'on appelle l'IA agentique. Je ne suis pas rentré là-dedans, euh, qui pose des vrais problèmes autour de ça. Euh, Ça, pouvoir faire des tests sur des IA encadrés par un formateur. Euh, Éviter d'enregistrer le mail pro. Alors pour les tests, ça c'est Muriel. Muriel, je peux te mettre sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, Ragaren. S'il y a un livre à lire, hein, le livre à lire, je vais vous le mettre dans, vous avez toujours la page ici, hop, hop, PU Lyon 1, hop, boum. Euh, Comment il s'appelle? Le contre-atlas. Le contre-atlas de IA, Atlas. Voilà. Hop. Je crois qu'il est à la doigt. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça? Accepte. Euh, c'est ce livre-là. Hop. Hmm. Non, c'est pas celui-là. C'est Kate Crawford. C'est ce livre-là. Voilà. Et il est à la BU. Pourquoi il y a marqué B1? Hop, je vous le mets ici. Voilà. Et à quoi il ressemble? Voilà, c'est ça le bouquin. 11 € chez Amazon. Alors lui,
elle parle beaucoup de choses sur l'environnement, sur les IA Potemkin, on fait croire que c'est de l'IA, puis derrière c'est du travail humain, sur les forçats de l'IA, sur les impacts géopolitiques, sur les biais, j'ai pas assez insisté sur les biais qu'il y avait dans les biais statistiques qu'il y avait dans les IA, sur la géopolitique qu'il y a derrière. Donc, par exemple, c'est assez frappant. Tout à l'heure, je vous ai dit que le but du jeu des IA, c'était de prendre 30% du salaire mondial. Elle parle de néocolonialisme. C'est plus des États qui colonisent d'autres États, c'est des individus qui colonisent la planète avec leurs idées, leurs produits pour capter des flux financiers. Donc, elle développe cette partie dans ce bouquin. C'est l'idée de 2022. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Projet règne, expérimentation. Euh, j'ai trouvé ce lien. Ouais, c'est Ragaren, mais Ragaren, vous me le demandez à moi, Muriel. Tu me le demandes, comme ça, tu n'as pas besoin. Je te le fais directement, le lien, je te renvoie un mot de passe. Va pas embêter les collègues, parce que si tu n'es pas de Rennes, ils vont te mettre 15 jours, 3 semaines à te répondre, qu'il faudra me demander à moi. Donc, autant que tu passes par moi directement. Je remonte les questions. C'est fou qu'il n'y ait pas pour créer une contre-IA pour détecter les contenus qui ne sont pas apparus. Ouais, c'est, c'est, en fait, c'est pas fou, c'est pas mûr encore. Je pense que ça va arriver un jour ou l'autre. euh, pour répondre à la question de Jérôme, que des contre-IA ou des outils IA, ça va tellement vite que derrière, poursuivre, c'est un peu compliqué. Donc, pour l'instant, c'est pas ça. Alors, Virginie, oui, mais pour les personnels ITRF. C'est quoi la question, Virginie? Oui, mais pour les questions, non, j'arrive pas à remonter le fil. Euh, Preneur de formation pour l'utilisation de recherche sur les plateformes scientifiques, Olivier, ok. Il y a aussi des choses autour sur les plateformes scientifiques, il y a aussi des moteurs, des IA spécialisés autour de la bibliographie. Il y a une boîte de Clermont-Ferrand qui nous a proposé de tester ça. Je n'ai pas eu le temps de leur répondre oui. Euh, L'idée aussi de la cellule, c'est de vous mettre en lien avec des boîtes et puis d'encadrer des expérimentations. Donc là, on a en lien avec une start-up de Lyon qui s'appelle TeachUp, hein, qui propose ce qu'on appelle des ITS, hein, qui allie l'adaptive learning avec les IA génératives, qui permet de faire je mets les contenus comme je vous ai montré, ça génère des activités, mais ça fait aussi tout le suivi, la progression en compétences et en connaissances des étudiants. Ce que font pas les Moodle, ce que font pas les LMS classiques. Donc, on peut aller sur un cran plus loin. Je suis pour une formation spécifique. Donc, oui, il y a des formations IA pour les enseignants. Hum, Mais si vous voulez que je vous fasse quelque chose de spécifique, vous demandez. Allez, lequel? Après, ce qu'on peut se faire, là, vous étiez beaucoup aujourd'hui, c'est de se faire des sessions présentielles d'ateliers de prompting, des choses comme ça. C'est des choses qu'on peut mettre en place. Argument en faveur, c'est la textuelle de la moins 1. Alors ça, j'ai lu un nouveau message, tuto, hop, LMN, ok, 1, 1, 1. Eh ben, Virginie, pour les ITRF, bah, je vais voir avec remonter des demandes. Alors, vous pouvez me le ramener à moi, les demandes de formation ou la DRH, et puis on fera suivre. Là, l'idée, c'est que on a travaillé sur un catalogue de formation, donc ben, ça, c'est la première session aujourd'hui. Comme ça, mais il y a aussi des sessions qui sont proposées par d'autres universités. On est toujours sur la mutualisation sous forme de MOOC. Pour les enseignants, il y a un super MOOC qui a été fait par Christelle Gouy de l'université de Saint-Étienne, qui se trouve sur FunMOOC, l'IA pour les enseignants ou un truc comme ça à l'université. FunMOOC, vous pouvez trouver ça. Donc il y a des formations comme on vient de faire ici. Au départ, c'était prévu en présentiel, mais comme il y a beaucoup de monde, on l'a fait à distance. Mais on pourrait prévoir des ateliers prompting, par exemple, ou monter un RAG, rendre pertinent son RAG. Ah, je ne vous ai pas montré. Comment ça se fait que j'ai zappé ça? Le projet On Air, parce qu'on a d'autres projets qu'on a mis en place, avoir le déroulé des expérimentations. Euh, voilà.
Karine de Tranchant avait fait une formation avec QCM. Ouais, il y a Stéphanie, il y a pas mal de formations sur mettre en place des trucs QCM automatiquement, bien que complètement. Et ben, merci Françoise. Pour résumer, une formation BIATS. Ok, Muriel, j'ai noté. Bon, ben voilà. N'hésitez pas à me reposer des questions. Hop, j'ai mon téléphone qui sonne, j'ai mon Teams qui queen. Et puis, si vous voulez qu'on continue. Alors, je pense que vous allez avoir une évaluation à faire. Ça sera les. Ok, alors attends, Virginie, les RTF ne sont pas que des administratifs. Ouais, ouais, ok. Hop, merci. Ben, j'espère que ça vous a. Je n'ai pas trop noyé, que vous n'êtes pas en surcharge cognitif. Et bon appétit à vous aussi. Et ben, bonne journée à tout le monde. Et puis, de toute façon, on a vos mails, si vous voulez une prochaine. Dans l'espace, hein. Mais il reste, hein, Muriel, l'espace, il reste, hein, donc tu pourras le faire. Je vais arrêter l'enregistrement, je vais arrêter le partage. Hop, 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 hop. Arrêter l'enregistrement. Hop. Voilà, je vous mettrai le replay à disposition.